Aujourd'hui, notre invité nous partage une histoire marquée par la douleur, le courage et l'espoir. Il y a plus de 20 ans, sa mère a été plongée dans le coma après un accident domestique. Les médecins annonçaient la fin et demandaient à débrancher la machine qui la maintenait en vie. Mais lui et sa famille ont fait un autre choix, celui de croire en la vie malgré tout. Dans cet épisode, il revient sur ce combat, la brutalité des annonces médicales et surtout la force de l'amour familial face à l'impensable. Ma mère était ouvrière. Il y a 20 ans de cela, elle a fait une chute de sa hauteur dans la maison. Suite à cette chute, elle a perdu des notions du temps, du fonctionnement quotidien, et on s'est posé beaucoup de questions. Je travaillais loin de la région de mes parents et mon frère travaillait en déplacement dans une région à 6 heures de route. J'ai donc décidé d'appeler le médecin pour savoir s'il pouvait l'ausculter et faire un diagnostic approfondi de son état de santé général. Moi, j'étais au travail. Il m'a rappelé vers 15 heures en me précisant qu'il était nécessaire d'hospitaliser ma maman car elle était dans un état assez critique pour lui et qu'il était étonné d'une dégradation aussi rapide et surtout à son âge. Ma maman a refusé l'hospitalisation et mon père ne voulait pas vraiment qu'elle soit hospitalisée non plus. J'ai insisté, je l'ai appelée plusieurs fois et elle a fini par accepter. J'ai pris la route depuis mon travail et je suis revenu directement au service des urgences car j'étais le plus proche. Lorsque je suis arrivé, le médecin-chef des urgences et l'urgentiste ont souhaité nous recevoir avec mon père. Le médecin nous a annoncé d'une façon que je qualifierais de brutale qu'elle allait mourir, qu'elle était dans un coma qui était né à son arrivée juste dans le service, qu'elle avait environ 4 de tension, 4 à 5 de tension, et que la fin était proche. La surprise a été totale, blessante, alarmante, et mon père a eu beaucoup de mal à réceptionner cette information, et ça l'a complètement effondré. Il était devenu incapable à ce moment-là de prendre une décision. Le médecin des urgences a appelé le chef des urgences et m'a demandé de prendre l'initiative de donner une décision d'arrêt de la machine qui faisait respirer ma maman. Sans aucune hésitation et sans aucune réflexion, j'ai refusé le débranchement de cette machine. Pour moi, c'était inconcevable et je ne pouvais pas valider une telle décision. Mon frère travaillait, lui, en déplacement dans une région plus lointaine et il a dû faire la route et il lui fallait un bon 6 heures pour revenir. Donc j'étais seul, confronté à cette décision et impossible pour moi de prendre une autre décision que de maintenir cette machine. Mon frère que j'ai contacté aussitôt a approuvé tout à fait ma décision et mon père a tenté tant bien que mal de gérer la situation. Lorsque mon frère est arrivé, nous avons attendu au service des urgences le temps de voir comment ça évoluait un petit peu dans la soirée. Il y a un moment où nous avons dû partir, bien sûr, et nous avons attendu une bonne partie de la nuit
en espérant ne jamais recevoir d'appel. Nous avons finalement trouvé une petite part de sommeil et au matin, ma plus grande joie était de voir que je n'avais reçu aucun appel sur mon téléphone portable. Et donc, lorsque cela a été possible à l'ouverture du service, je me suis rendu avec mon frère et mon père dans le service de réanimation. Ils nous ont précisé qu'elle avait passé une nuit normale pour une personne dans un coma et vivant avec un respirateur artificiel, mais que son état était stable. Donc déjà, c'était une petite victoire. Le lendemain, après une absence d'appel toujours, et heureusement, le service nous a dit que son état restait stable et qu'il n'y avait aucune amélioration et qu'il n'y en aurait certainement pas. Les jours passant, l'état de santé est resté linéaire en n'ayant que très peu de progression. Au bout de quelques jours, ils nous ont reprécisé que l'état ne s'améliorait pas et en synthèse derrière les mots, il fallait lire qu'ils nous demandaient à nouveau de débrancher cette machine. Ce que nous avons encore une fois refusé. Le temps passant, des petites victoires jour par jour ont fait progresser l'état de santé de façon bénéfique. Au bout d'1 mois et demi, on est allé vers une très nette amélioration, la tension a remonté, le cœur refonctionnait à peu près normalement, et les jours encore ensuite, nous avons pu débrancher ce respirateur artificiel. La sortie du coma, lorsqu'elle a eu lieu, ma mère ne se rappelait de rien. Elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle ne s'était rendue compte de rien. Nous pouvions, lorsqu'elle était en réanimation, lui parler par un interphone, puisque la chambre était en stérile, donc nous ne pouvions y rentrer. Et donc elle nous dit qu'elle ne nous a jamais entendus, qu'elle ne se souvient absolument d'aucune phrase ni d'aucun mot que nous avons pu prononcer. Donc pour elle, c'était une surprise totale. Certes, elle était faible, certes, c'était compliqué pour manger et plein d'autres choses, mais elle était vivante et parmi nous. Au bout de 2 mois et demi, l'état de santé est redevenu presque normal, mais avec des dialyses 3 fois par semaine. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, nous avons mis en place ces dialyses et nous avons déménagé mes parents pour qu'ils puissent vivre dans une maison de plein pied, pour que ce soit beaucoup plus facile au quotidien pour accompagner ma maman. Nous avons veillé, moi et mon frère bien sûr, tous les jours par le téléphone, puisque moi je travaillais dans une autre région, et je venais chaque week-end pour que nous puissions suivre l'évolution de la santé de ma maman. Et notre plus belle victoire est qu'elle a vécu 20 ans après cette fameuse machine d'assistance respiratoire. Elle a vécu 20 ans avec des dialyses pour pouvoir survivre tous les jours, bien sûr. Et c'était donc pour nous la plus belle des victoires de l'avoir en vie pendant toutes ces années, suite à une décision que nous avons magnifiquement prise et que nous avons bien fait de tenir bon pour ne pas débrancher cette maudite machine. 20 ans de vie derrière. Ce qui a été le plus marquant, c'est l'annonce par les 2 médecins en version très cash de nous dire « Elle ne survivra pas, elle va mourir dans quelques heures, il faut débrancher cette machine » et les mots sont hyper violents. Ce sera le plus mauvais souvenir de tout ça. Je passe sur les pleurs, sur l'angoisse de marcher dans ce couloir derrière, où on voyait ma mère derrière une vitre et cette machine qui faisait monter son corps et descendre son corps. Et ça, c'était... Je passe sur ça parce que c'est impressionnant et tous les bruits, tous les bips, tous les...
tout le bruit environnant, les gens qui pleurent dans le couloir pour les autres patients qui sont en fin de vie, voir les gens mourir à côté, enfin voilà, ça en passe. Mais c'était la violence des mots employés, le manque d'empathie. Pour cette épreuve, ce que je retiens, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peu importe le jugement, les avis de chacun, ce n'était pas ça, nous, l'objectif. L'objectif était que ma mère en sorte vivante. Et c'est aussi les petites victoires du quotidien sur la tension, sur plein de choses, qui nous ont permis de voir que petit à petit, il y avait un retour à la vie. Elle était partie de loin, mais bon. Ce que ça m'a apporté, c'est de manger la vie, croquer la vie, de vivre à fond et de vivre ce qu'on en a envie de vivre, de la façon dont on veut le vivre. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui vit la même chose, c'est de suivre son cœur. C'est de ne pas forcément penser à ce que l'on nous dit en face, mais chaque cas est individuel. Et de penser à ce que l'on veut soi et ce que la personne voudrait aussi. Ma mère était une bonne vivante, elle aimait la vie, et donc je ne me voyais absolument pas dire le contraire de ce que j'ai décidé et de ce que mon frère a validé ensuite, et mon père aussi. Il faut que ce soit aussi un soutien familial. Il faut qu'on soit soudés, parce qu'il faut affronter tout ça. Et il faut soutenir mon père qui a pris ça en pleine tête, sans gants, sans rien. Et il faut assumer. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires.